Bon, et bien voilà, je crois que l'enregistrement commence, donc on va pouvoir se lancer tout de suite. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. On va parler ensemble de la RSE dans les PME. Donc, écoutez, ce matin, je vais vous présenter l'étude que nous avons menée en environ 30 minutes, et puis on aura un temps d'échange, et puis ensuite, bon, on finira peut-être un petit peu avant 10 heures. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Je suis Arnaud Bergerot, je suis directeur des opérations chez Goodwill Management. Alors, je vous parle en quelques mots de Goodwill. Donc, Goodwill, on a un cabinet de conseil en RSE, en développement durable, depuis 2003. Depuis notre lancement, notre objectif, ça a été finalement de donner des éléments de preuve, des éléments chiffrés aux dirigeants pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en ce qui concerne leur politique RSE, leur politique de développement durable. Donc, ça se fait aussi bien sur des sujets d'économie et finances responsables, l'économie circulaire, les low-tech, bien entendu le conseil en RSE, et puis un accompagnement autour des enjeux de climat et d'environnement. Et Goodwill Management fait aujourd'hui partie du groupe Baker Tilly Strego, donc un groupe de conseil, d'audit et d'expertise comptable présent sur une grande partie du territoire français. Et donc, on travaille de concert pour apporter les sujets de RSE et de développement durable aux PME, aux ETI et aux grands groupes. Et Goodwill Management et Baker Tilly Strego sont labellisés Lucie, et on est fiers de faire partie de la communauté Lucie. Donc, peut-être une première question. On est 25, 27 actuellement, 28 maintenant. Peut-être j'aimerais bien savoir si il y a des PME, des responsables de PME qui sont parmi nous. Donc, normalement, vous avez un petit bouton qui est lever la main. Et on va pouvoir savoir. Donc, je vois qu'on a Anaïs qui, euh, qui travaille dans une PME. Bonjour Anaïs. Il n'y a qu'Anaïs qui a levé la main. Sophie, Julie, bonjour et enchanté. Euh, donc au moins 3 PME. Merci mesdames de vous être signalées. Donc, écoutez, pour vous, ça va être, on va dire, d'une utilité directe, ce webinaire, mais pour les autres, que vous soyez consultant ou que vous travaillez dans une plus grande entreprise, eh bien, ça va être également intéressant parce que ça va donner des clés pour engager soit vos clients, ou vos fournisseurs aussi. Quand vous êtes dans des grandes entreprises, vous avez de très grandes chances d'avoir de nombreuses PME parmi vos fournisseurs. Et donc, ça va donner des éléments pour engager la discussion et pour jouer votre rôle en amenant ces entreprises vers la RSE et le développement durable. Donc, première question, pourquoi s'intéresser aux PME sur le sujet de la RSE? Quelques chiffres qui vont vraiment nous donner un éclairage intéressant. Il y a 150 000 PME en France, hein, donc les PME, c'est entre 10 et 250 salariés, et 2,6 millions de micro-entreprises qui font aussi partie de cette grande famille des PME. Donc, un nombre très important d'entreprises qui représentent près de 50% de l'emploi et près de 50% de la valeur ajoutée en France. Donc, vous voyez que dès qu'on voit ces chiffres, on se dit, OK, si on n'arrive pas à engager les PME, on a 50% de notre économie qui ne s'empare pas suffisamment des sujets de RSE et de développement durable. Donc, c'est essentiel d'engager ces acteurs pour faire bouger les lignes. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile à prime abord parce que les PME, à ce jour, elles ont encore de faibles contraintes réglementaires pour aller vers la RSE, hein. Elles ne sont pas soumises à la déclaration de performance extra-financière, par exemple. Et donc, eh bien, ça repose bien souvent sur la bonne volonté, la motivation des dirigeants et des dirigeantes de PME pour se lancer dans la RSE. Et
Nous, bien souvent, ce qu'on dit aux entreprises qu'on rencontre, hein, ça va être pour arriver à les engager, c'est de se dire déjà, numéro un, il y a urgence. Ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on a à peu près 10 ans pour agir, pour arriver à respecter les accords de Paris et arriver à limiter l'impact de notre économie sur l'environnement et sur le climat. Donc, il y a urgence à agir. Numéro un. Numéro deux, cette transition, elle est en train de se faire. Et ceux qui n'y vont pas, eh bien, risquent d'y aller de façon contrainte ou alors d'être les derniers dans cette nouvelle compétition économique qui est en train de naître. Mais il y a également des risques plus larges et des risques qui touchent en fait tous les pans de l'entreprise. On a bien entendu la capacité des entreprises à s'adapter aux changements environnementaux et au réchauffement climatique. On va avoir des entreprises qui vont avoir des difficultés dans leur chaîne d'approvisionnement, qui vont plus pouvoir trouver les produits et les services qui correspondent à leurs besoins, qui vont voir un réenchérissement de certaines matières, par exemple, comme on le voit actuellement. Donc, il y a un enjeu ici pour les PME. Il y a également un sujet sur l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont de plus en plus demandeurs d'avoir des entreprises engagés dans la RSE pour fournisseurs, hein, et on va avoir également des fournisseurs parfois qui vont être également moteurs pour nous pousser dans la RSE. Donc, on a eu par exemple cette année plusieurs PME qui sont venus nous voir en disant bah, tiens, moi, mes principaux clients, ce sont des grands groupes et là, ils me poussent à y aller. J'ai besoin d'un accompagnement pour arriver à structurer ma démarche et à mener un travail qui va être plus efficace. Bien évidemment, il y a un sujet de réputation, d'image, de marque qui est essentiel et qui est vraiment de plus en plus ancré dans le choix du consommateur. Et enfin, et je pense que c'est peut-être un des plus gros sujets à court terme pour les PME, c'est cette capacité à aller recruter les meilleurs profils, à recruter des talents. Et de plus en plus, ce sont des sujets essentiels lors des entretiens d'embauche, de connaître comment l'entreprise qu'on va rejoindre s'engage en matière de RSE. Et donc, selon nous, pour les PME et pour toute l'économie, eh bien, la RSE et la maîtrise de ses impacts sociaux et environnementaux, euh, c'est un enjeu de compétitivité dès aujourd'hui et encore plus pour demain. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, pour y voir un petit peu plus clair, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une étude l'été dernier avec des partenaires, donc Baker Tilly Strego, Goodwill Management, le label Lucie et également la Maïf. On a lancé une enquête en ligne. On a eu eh bien, la chance d'avoir plus de 300 répondants, 330 répondants à cette étude, avec des profils assez variés, hein. Vous voyez, on a un gros tiers d'entreprises de moins de 10 salariés, un tiers entre 10 et 50, et puis environ un autre tiers entre 50 et 250. Donc, on a une belle représentativité de toutes les tailles de PME, en quelque sorte. Et puis, au-delà de ce questionnaire, on a mené des entretiens ciblés avec une quinzaine d'entreprises pour en savoir plus et pour arriver à creuser certains points. Et donc, dans cette étude, en fait, on s'est posé trois grandes questions. Numéro un, où en sont les PME en termes de RSE? Numéro 2, on voulait savoir si on pouvait dégager des profils motivationnels. Quels étaient finalement des comportements types de PME pour aller s'engager dans une responsabilité sociétale. Et enfin, eh bien, notamment lors des entretiens qualitatifs, on a beaucoup questionné les répondants sur comment arriver à actionner, quels sont les leviers d'action qui vont leur permettre de se lancer plus vite. Donc, c'est ces trois grandes questions auxquelles on va essayer d'apporter quelques réponses ce matin. Donc, premièrement, où en sont les PME? Eh bien, ce qu'on voit dans notre grille d'analyse, c'est qu'on leur donne une note de 10 sur 20. Donc, elles sont pile poil à la moyenne. Voilà, donc en termes de maturité, 10 sur 20, elles ont en quelque sorte fait la moitié du chemin.
Lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, hein, on voit qu'elles ont une maturité qui est plus grande, les PME, sur les sujets sociaux, alors qu'elles sont un peu en retard sur leurs engagements environnementaux. Par contre, c'est vrai, ce qu'on note et ce qu'on a pu identifier lors des échanges avec des dirigeants et des dirigeantes, c'est qu'elles sont vraiment passées d'une situation où elles se disaient: «Oui, tiens, la RSE, j'en entends parler, c'est un projet de moyen terme, voire de long terme», à une situation où elles passent à l'action dès aujourd'hui, hein. Donc elles mettent en place des actions tout de suite, il y a encore un petit bout de chemin à parcourir pour arriver à avoir un niveau de maturité, un peu plus élevé. Si on regarde un petit peu dans le détail, des chiffres vraiment qui nous ont marqués et sur lesquels on peut venir, faire quelques analyses. Vous voyez, au niveau de la gouvernance, ce qu'on observe, c'est qu'il y a environ un quart des PME qui ont formalisé leurs, actions au sein d'une stratégie RSE. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, je pense, pour se lancer dans la démarche, c'est écrire tout ça noir sur blanc, avoir un plan d'action, une stratégie claire qui peut être partagée aussi avec ses parties prenantes. Donc un quart, c'est relativement peu, mais c'est un point de départ et on pense que c'est aussi une façon, dans les échanges, entre dirigeants et dirigeantes de passer la bonne parole en quelque sorte, de se dire: «Ah bah, voilà, moi j'ai structuré mon action dans une stratégie». Donc quelque chose sur lequel, en quelque sorte, on va construire. Deuxième point qui nous a particulièrement intéressés, un peu interpellés d'ailleurs ici, hein, c'est sur le sujet des droits de l'homme, c'est le fait que 30% des PME n'ont pas mis en œuvre d'actions visant à éviter le harcèlement. Donc là, on a été assez surpris parce que bah, le harcèlement, c'est une question qui traverse toute notre société et dont les entreprises doivent également s'emparer. Elles n'ont pas le choix, c'est une demande des salariés, des citoyens, des hommes et des femmes. Et donc là, on voit qu'il y a un effort assez important parce qu'on devrait clairement aller viser le 100% de façon assez rapide. Autre point qui nous a interpellés, alors on l'a dans la catégorie, conditions de travail, mais c'est qu'on voit que dans 50% des PME, il y a des systèmes de rémunération qui sont plutôt opaques ou plutôt informels. Or là aussi, c'est une demande forte, des salariés et des salariés et des citoyens d'ailleurs également, d'avoir une transparence de la part des entreprises, une plus grande transparence. Et là-dessus, ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que ce sont des choses qu'on peut faire assez rapidement. Avoir une grille de salaire qui est partagée avec tout le monde au sein de l'entreprise, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler assez vite, qui demandent relativement peu de moyens et qui peuvent créer de la cohérence au sein d'une entreprise. Donc, mais malheureusement, il y en a plus de 50% chez qui c'est pas tout à fait clair. Autre point, le sujet environnemental, on voit qu'il y a 30% des PME qui déclarent voir leurs émissions de gaz à effet de serre augmenter. Alors, ça nous laisse penser qu'il y en a quasiment 70% pour qui ça stagne ou ça baisse, mais néanmoins, ça donne aussi une image du chemin à parcourir, hein, puisque on doit arriver à baisser sensiblement nos émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines années pour viser collectivement la neutralité à horizon 2050. Et donc, tout le monde doit être sur une pente décroissante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ça donne aussi une image du chemin à parcourir. Alors ce chiffre, on est conscient qu'il faut le prendre avec une certaine prudence, puisque, bien évidemment, c'est pas 100% des entreprises qui ont une vision parfaitement claire sur leurs émissions de gaz à effet de serre et par exemple, il n'y a pas 100% des PME qui ont fait un bilan carbone. Sur les relations d'affaires, et bien là, on voit qu'il y a déjà un tiers de PME qui prennent en compte des critères RSE dans le choix de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment essentiel dans la mise en œuvre de la RSE, c'est finalement d'engager ces parties prenantes dans une démarche RSE. On voit qu'il y en a un tiers qui le font, et comme les PME en font aussi beaucoup de business entre elles, eh bien, il y a une capacité à entraîner plus largement en partant de ce premier tiers. L'intérêt des consommateurs, là aussi, quelque chose qui nous a beaucoup interpellés, c'est que l'on voit qu'il y a 18% des PME qui disent qu'elles sont en train de promouvoir des nouveaux modes de consommation, voire qu'elles incitent leurs clients à consommer moins.
Alors, on a été assez interpellé par ce chiffre, hem et lorsque on a mené des entretiens avec des entreprises, en fait, ce qu'on a pu voir, c'était, que ce qu'il y avait derrière, c'était surtout la mise en œuvre de pratiques d'économie circulaire et en particulier une volonté d'aller, vers de l'économie de fonctionnalité. Donc, économie de fonctionnalité, c'est-à-dire plutôt, louer plutôt que vendre et ainsi, consommer moins. Je vous donnerai un exemple par la suite. Et on a, également le dernier point et là qui nous a pas surpris et qui nous a d'une certaine façon un peu rassurés, c'est qu'on voit que on a les 3/4 des PME qui soutiennent déjà le monde associatif et donc qui ont un ancrage local qui c'est finalement ce développement local, c'est bien souvent la porte d'entrée des PME dans la RSE. Donc voilà pour quelques chiffres clés. Je ne passe pas tout en revue puisque de toute façon, vous pouvez, retrouver facilement notre étude où vous avez l'intégralité, des résultats. Je vous le disais, 2e grande question, s'interroger sur ces profils motivationnels. Comment elles y vont? Comment elles se lancent dans la RSE, ces PME? Et donc, en faisant, une étude statistique sur les réponses que l'on a, obtenues, on a pu identifier en fait trois grands profils. On a tout d'abord les PME qu'on a appelées les collaboratives. Ces collaboratives, en fait, elles s'appuient sur les hommes et les femmes de l'entreprise, sur les parties prenantes internes et externes de l'entreprise pour construire leur politique RSE. Elles font cette politique RSE ensemble avec leurs parties prenantes. Donc, ça, c'est on va dire, un profil qui est vraiment ressorti clairement et on voit par contre qu'il y a des progrès à faire, pour les entreprises qui sont dans ce profil, c'est de s'emparer du coup des sujets environnementaux où là, elles sont un peu plus en retrait que la moyenne. Deuxième grand profil, celle que l'on a appelée les locales. Les locales, elles s'appuient sur leur territoire. Donc, on l'a vu hein, avec le développement local, un ancrage territorial fort, mais également une prise en compte des relations fortes avec le capital humain de l'entreprise qui co-construit la politique RSE. Ça, ce sont des entreprises qui se sont lancées dans la RSE depuis bien longtemps, peut-être sans vraiment le savoir, qui l'ont fait bien souvent sous une impulsion très forte des dirigeantes et des dirigeants. Et ce qu'elles doivent peut-être exploiter plus demain, c'est cette capacité à formaliser, à engager plus largement, à sortir un peu de leurs frontières et à engager plus largement leurs parties prenantes, notamment, comme je le disais tout à l'heure, en formalisant leur politique RSE, quel est leur objectif, quelle est leur stratégie, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre à travers cette politique RSE. Troisième profil, les organisés. Les organisés, elles, en fait, elles sont rentrées dans la RSE bien souvent par l'ISO, la normalisation. Elles ont été ISO 9001, elles ont peut-être été ISO 14001 et puis elles se sont dit: «Tiens, il y a un nouvel ISO, l'ISO 26000, je vais m'y mettre aussi», en quelque sorte. Donc elles sont rentrées par cette voie de la norme, avec une habitude de la mesure, du suivi d'indicateurs et cetera. Donc d'où les organiser. Et elles, par contre, elles doivent, eh bien viser demain à, sortir, on va dire, de leur zone de confort en quelque sorte et d'aller, vers des actions qui sont au-delà, de la QSE parce que bien souvent dans ces entreprises, organisées, on a un responsable qualité, qui est petit à petit devenu responsable RSE ou développement durable. Donc voilà pour ces 3 profils. Vous n'hésitez pas, hein, dans le chat à nous préciser si vous reconnaissez dans un ou un autre profil. Et donc troisième point, de quoi elles ont besoin? De quoi elles ont besoin maintenant pour avancer, pour aller pleinement, dans cette démarche RSE? Nous, on voit 4 facteurs clés de succès. La formation, les outils, le travail en collectif et les aides, parce que le sujet économique et financier, c'est un sujet qui est central pour se lancer dans la RSE, lorsqu'on est une PME. La formation, pourquoi? La formation, pourquoi? Parce que ce qu'on observe, c'est que finalement, il y a un déficit de connaissances sur les enjeux du développement durable dans les PME. Donc, on n'a pas été forcément formé à ce sujet, que ce soit dans sa formation initiale ou dans le cadre de la formation continue. On active voilà, pas forcément les formations qui sont disponibles. Et également, on a bien souvent une mauvaise appréciation des ordres de grandeur, notamment au sujet des enjeux climatiques.
mais également, parfois, une, mauvaise visibilité sur, la matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte en fait, quoi. Donc les PME parfois ont du mal, à agir sur ce qui compte le plus pour elles, et on a parfois, des dirigeants, des dirigeantes qui se questionnent sur, par exemple, leurs émissions de gaz à effet de serre, et qui, ont des idées préconçues sur ce qui pourrait contribuer le plus, à leurs émissions. Et donc voilà, besoin de formation pour avoir des ordres de grandeur et pour leur permettre d'avoir une stratégie qui, s'occupe de ce qui compte vraiment pour l'entreprise. Numéro 2, des outils qui doivent être simples. Des outils qui doivent être simples. Chez Goodwill Management, on a développé plusieurs choses, en ce sens. Tout d'abord, avoir une capacité à faire un diagnostic assez rapidement, avec, des outils d'auto-évaluation dans un premier temps. Hem, Également, la capacité de faire un premier bilan carbone en ligne, ou plutôt un bilan d'émissions de gaz à effet de serre en ligne, pour avoir une première vision de ces émissions avant de creuser davantage lorsque c'est possible. Également, nous, ce qu'on a développé, c'est une base de données des bonnes pratiques en termes de responsabilité sociale des entreprises. Et dans cette base de données, on retrouve un grand nombre de bonnes pratiques qui permettent aux entreprises, eh bien, finalement, de s'inspirer, de voir ce qui peut être mis en place par des pairs, et donc de se lancer un peu plus rapidement dans des démarches RSE. Donc les outils, c'est vraiment essentiel, des outils simples qu'elles peuvent utiliser assez rapidement. Troisième axe, le travail en collectif. On a fait plusieurs expérimentations cette année. Il y en a une qui nous a marqué tout particulièrement, hein, c'est ce qu'on a fait sur le territoire de Maintenon, dans l'Eure-et-Loir. Hem, on a réuni finalement plusieurs dirigeants d'un territoire et on les a fait travailler ensemble sur leur politique RSE. Donc c'était des dirigeants qui se connaissaient, qui étaient dans des activités non concurrentielles. Donc ils n'avaient pas de problème pour échanger entre eux, et on a pu voir vraiment des apports très intéressants d'une telle approche. Déjà, ils se rendent compte que, même s'ils n'ont pas de stratégie RSE formalisée, personne ne part de zéro. C'est, bien évident parce que, c'est pas la RSE qui a appris, aux chefs d'entreprise, que, s'ils s'occupent mal de leurs collaborateurs, ils vont avoir du mal à créer de la valeur. S'ils ont de mauvaises relations avec leurs clients et leurs fournisseurs, ça va aussi amputer leur capacité à créer de la valeur. Donc la RSE existe dans toutes les entreprises. Ce qui est intéressant là, c'est que tout le monde se met ensemble, partage ses bonnes pratiques et on voit que personne ne part de zéro. On voit donc également qu'il y a, les dirigeants et les dirigeantes qui vont échanger ensemble, et donc aussi arriver à débloquer certains sujets, avoir un retour d'expérience plus, qualifié, qui va pouvoir vraiment faire un effet un petit peu de starter pour leur démarche, RSE. Et puis ce que l'on a observé, c'est que, ça peut aussi tisser des liens et une envie de progresser ensemble parce qu'on est sur, des activités, voilà, qui sont pas concurrentes, qui sont assez, parfois assez éloignées, et donc on peut partager des bons tuyaux, des bonnes pratiques. On a eu par exemple là dans cette promotion, d'entrepreneurs du territoire, un premier entrepreneur qui avait fait son bilan carbone, en partant, du fichier, Excel, de l'ADEME qu'il avait adapté, puis qu'il a passé à un autre entrepreneur pour que lui aussi puisse se lancer dans son bilan carbone. Donc voilà, il y a eu du partage et de la cohérence au niveau d'un territoire, une capacité à s'entraider qui était fort intéressante. Et nous, on pense que ça, c'est vraiment un levier pour faire un effet booster sur l'engagement des PME. Et enfin, dernier point, les aides. En fait, les PME ont du mal à mobiliser toutes les aides qui sont, mises à leur disposition. Alors, or, la première remarque qu'elles nous font: «OK, c'est le problème, c'est que la RSE, ça va me coûter cher, j'ai pas forcément les moyens, j'ai pas forcément les ressources humaines qui vont avec et donc j'arrive pas à me lancer». Or, il y a des aides. Beaucoup ont recours, par exemple, à l'alternance. Il y a des super profils d'alternants dans des études de RSE et de développement durable. Il y a les OPCO qui peuvent mettre à disposition des ressources pour accompagner dans le cadre de la formation, de la montée en compétences. Et puis, cette année, il y a eu le dispositif tremplin pour la transition écologique, hein, avec des aides très importantes de l'ADEME sur
plusieurs domaines, l'éco-conception, le numérique responsable, le bilan carbone. Et ça, c'est des sujets dont les PME peuvent se saisir encore là jusqu'à la fin de l'année pour arriver à lancer leur démarche et par exemple à faire leur premier bilan carbone ou une première analyse d'éco-conception, par exemple. Donc ça, ce sont des sujets vraiment, vraiment essentiels. Et qu'est-ce qu'on peut voir finalement dans les premières actions qui sont mises en œuvre dans les PME que l'on a pu rencontrer? Euh, le premier exemple, l'amélioration de la réparabilité des produits, ça, c'est une, une PME avec laquelle on a travaillé cette année et qui fabrique notamment des barbecues. Et donc, c'est vrai que dans cette démarche, ils se sont dit, bah, tiens, nous, on doit donner plus d'éléments à nos clients pour qu'ils puissent réparer les produits, leur proposer des pièces détachées. Et même, ils ont souhaité aller plus loin, c'est développer sur leur propre site une marketplace pour une seconde vie de leur barbecue. Donc, vous voyez, c'est un exemple très terre à terre de terrain avec une capacité à agir assez rapidement. On a également travaillé avec un assureur Generali en région Bretagne, où bah, lui, il a essayé d'identifier tout ce il pouvait proposer à ses clients en termes d'investissement responsable et avec des produits d'épargne ciblés sur l'ISR. Donc là aussi, bah, une capacité à activer une offre qui était déjà disponible, mais à la mettre vraiment sous les yeux de ses clients le plus rapidement possible. On a également eu une entreprise dans l'agroalimentaire qui a, après un premier diagnostic RSE, décidé très rapidement de faire une analyse de cycle de vie sur ces deux, trois produits phares pour avoir vraiment une vision complète des émissions de gaz à effet de serre et puis de tous les impacts environnementaux dans le cadre du cycle de vie de ces produits. On a également une autre entreprise qui a lancé un projet de R&D. Là, c'était sur du thermoformage de mémoire et pour arriver à réduire la quantité de ressources utilisées dans les procédés. J'en parlais tout à l'heure dans les statistiques qui nous ont un peu étonnés. On a des entreprises qui se croyaient un peu protégées des sujets de harcèlement parce que elles disaient oui, oui, on a une bonne communication en interne et puis les salariés savent qu'ils peuvent s'adresser à la dirigeante ou aux dirigeants s'ils ont le moindre problème, sauf que bah, sur certains cas un peu compliqués, ça suffit pas et on n'ose pas prendre la parole. Et donc, ils ont décidé de nommer en interne un référent harcèlement qui n'est pas membre de la direction. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été mené assez rapidement. Je vous le disais également, la réalisation d'un bilan carbone en s'appuyant sur les aides de l'ADEME, la mise en place d'un baromètre social. Et là, à nouveau, hein, dans toutes les propositions, tous les sujets que je vous présente là, euh, ce sont pas des projets d'une immense complexité. Et la mise en place d'un baromètre social, ça peut se faire assez rapidement. On peut décider d'une dizaine de questions qui sont posées tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois aux collaborateurs et qui sont traitées par le responsable ou la responsable des ressources humaines. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en place assez facilement. Et bien évidemment, enfin, la création d'un poste de référent RSE. Alors, ce qui est important hein, là-dessus, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est important que lorsqu'on a une telle responsabilité qui est donnée à quelqu'un, ce soit dit, ce soit partagé au sein de l'entreprise, que ce soit quelque chose qui, en quelque sorte, fait vraiment partie de sa fiche de poste, hein, en tout cas que ce soit bien compris de tous, et pour que ce ne soit pas, vous voyez, quelque chose en plus, en quelque sorte, mais vraiment une partie intégrante du métier d'une des personnes dans l'entreprise qui est également référent RSE. Donc, c'est important de communiquer pour que il y ait vraiment une légitimité de ce référent RSE. Donc, voilà pour quelques exemples concrets. Et puis, en conclusion, ben voilà, rappelez-vous de ces chiffres. Les PME, c'est pratiquement la moitié de notre économie, 50% de l'emploi, près de 50% de la valeur ajoutée, 150 000 PME. On a besoin de ces entreprises pour faire bouger les lignes, pour transformer nos façons de consommer et de produire. Et donc, il ne faut pas oublier ces entreprises. Elles ont besoin d'aller de l'avant et on a besoin de leur donner
les outils, les méthodes qui correspondent à leurs besoins. Donc, en fonction de leur profil, collaborative, local, organisé, eh bien, il faut arriver à débloquer de la capacité de formation, les engager pour qu'elles travaillent ensemble afin de partager des bonnes pratiques et de dynamiser ces démarches, d'avoir des outils simples et qui sont relativement peu coûteux pour qu'elles puissent se lancer. Et puis, bien évidemment, qu'elles s'appuient sur les aides disponibles parce que, dans un premier temps, elles n'ont pas forcément les moyens de faire les premiers pas vers la RSE. Donc voilà un peu les conclusions de notre étude. Voilà, c'était à peu près une demi-heure, c'est ce que je vous disais. Et donc on peut passer maintenant à des questions-réponses, si vous en avez bien sûr. Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet QR. Ouais, tu as déjà répondu, Émilie, à ce qu'il y avait, question qu'il y avait eu directement, mais c'était plutôt sur le replay, sur l'étude, je suppose. Alors sur, peut-être petite, réponse, à Enoa, sur les aides notamment de l'ADEME, il y a, si vous tapez, tremplin pour la transition écologique ADEME, il y a vraiment, tout un document explicatif avec un fichier Excel sur lequel on peut remplir, qu'on doit remplir pour ensuite envoyer à l'ADEME. C'est assez simple à faire, donc n'hésitez pas. Je vais vous partager une étude un article qu'on a publié sur le blog de Goodwill Management à ce sujet, où vous Parfait. trouverez en bas de l'article tous les liens qui vont bien. Alors, Donc, oui, sur les outils, méthodes simples, alors la question d'Amel et de Chantal vont d'une certaine façon un peu dans le même sens. L'outil, c'est d'avoir une grille de lecture pour faire déjà un premier diagnostic. Donc nous, on conseille d'utiliser l'ISO 26000 parce que finalement, lorsqu'on parle aux chefs d'entreprise des droits humains, des conditions de travail, de la gouvernance et des 7 piliers de l'ISO 26000, ça leur parle et c'est facile d'engager la discussion avec eux sur ce sujet. En ce qui concerne, donc voilà, un point de départ, un outil facile à utiliser. Deuxième point, sur la matrice de matérialité, nous, par exemple, on a simplement développé un outil tout simple sur Excel où on va, par exemple, alors vous voyez, pour faire des choses simples dans un premier temps, on va échanger avec le comité de direction d'une entreprise et on va demander à chacun des membres du comité de direction, et bien, finalement, de noter l'importance des enjeux pour l'entreprise et pour une partie prenante, au nom d'une partie prenante dont ils sont proches. Vous voyez, par exemple, le DRH, on lui dirait, est-ce que cet enjeu est important pour le business et est-ce qu'il est important selon vous pour les salariés? Ce n'est pas parfait parce qu'on n'a pas consulté les salariés, mais c'est important de faire ce premier pas et ensuite de voir s'ils ont envie d'aller plus loin dans une consultation, etc. Donc, parfois, c'est un tout petit outil Excel qui peut suffire. Ensuite, cet outil, ça permet aussi d'en discuter en live dans une direction. Oui, chez Goodwill, on a une plateforme qui s'appelle Goodwill Digital sur laquelle on peut faire vos bilans carbone en ligne, ainsi que d'autres types d'évaluations, par exemple des diagnostics RSE, des empreintes socio-économiques. Donc, on a un outil en ligne que vous pouvez utiliser pour faire, par exemple, votre bilan carbone. Je lis. Frédéric, comment concilier la volonté de croissance des PME et la nécessaire sobriété pour diminuer les émissions, moins de consumérisme? Alors, nous, on est convaincus qu'il va y avoir au moins deux approches pour répondre à cette question qui est complexe, hein. Donc, j'y réponds, Frédéric, avec la plus grande humilité. C'est
l'économie de fonctionnalité, puisqu'elle répond, me semble-t-il, presque exactement à votre question, c'est-à-dire on consomme moins, mais on utilise un bien ou un service quand on en a besoin. Vous voyez, hein, les exemples typiques d'économie de fonctionnalité, ça va être le classique, c'est le Vélib, par exemple, mais ça peut être des voitures en autopartage. Ça peut être également de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans cette économie de fonctionnalité. Alors, ce n'est pas une PME, mais j'avais été marqué par l'initiative de Decathlon, par exemple, qui permettait de louer une tente pour quelques semaines l'été, par exemple, plutôt que de l'acheter et de l'avoir dans sa cave le reste de l'année. Donc, l'économie de fonctionnalité, numéro un, et les low-tech, c'est-à-dire les low-tech, c'est mettre le bon niveau de technologie au bon endroit et ne pas essayer finalement de surrépondre à des besoins qui ne sont pas vraiment existants. Donc, voilà les outils qui peuvent, les façons qui permettent de concilier cette volonté de croissance et une sobriété. Alors nous, on a quelques questions aussi dans l'onglet Ouais. des Bon, je questions. change. Je vais dans l'onglet questions. Est-ce que vous observez des différences d'arguments à avancer pour mettre en œuvre une démarche RSE selon les secteurs d'activité? Tout à fait, Ariel. Euh, euh, Clairement, là où on voit comment dire, un argument choc, c'est sur des métiers, lorsqu'on a des métiers en tension, hein. Lorsque les entreprises ont du mal à recruter, vraiment, elles vont axer la RSE autour de l'humain, autour de leur capacité à aborder le sujet avec les candidats ou avec les personnes qui voudraient recruter. Donc là, on a vraiment un argument clé pour ces entreprises qui sont en tension. Dans les entreprises, par exemple, du bâtiment et de la construction, alors elles peuvent être en tension, mais il y a aussi d'autres arguments qui peuvent être importants pour elles. C'est la gestion de leurs déchets, avec bientôt une responsabilité élargie du producteur qui va être appliquée aussi aux matériaux de construction et donc des enjeux très importants. Rappelons également que les déchets de la construction, c'est 70% des déchets produits en France. Donc ça va être une des façons de les engager. Donc, effectivement, en fonction des secteurs, on peut avoir des différents arguments. En voilà deux. Au bout de combien de temps d'existence? Alors Anaïs, je suis désolé, mais je vais vraiment pas pouvoir répondre à cette question parce qu'en fait, on a des PME qui peuvent être centenaires, mais qui se mettent dans la RSE maintenant, et des PME qui ont quelques années et qui s'y mettent quasiment dès le lancement. Donc, il n'y a pas de réponse clé. C'est vrai que celles les PME toutes récentes, elles s'embarquent assez rapidement dans une politique RSE, quoi. Pour les aides apportées par les OPCO, alors là, ça dépend des OPCO de chacun, mais en tout cas, ils peuvent vous aider pour financer des formations, hein. Donc, par exemple, il y a le centre de formation Lucie. Vous avez accès à tout un panel de formations de meilleur niveau sur les enjeux de RSE et de développement durable. Et vous avez besoin, en fait, de trouver un organisme de formation qui est, à partir de 2022, certifié Calliope pour que vos OPCO puissent prendre en charge tout ou partie de ces formations. Donc bonjour Laurent. Des données antérieures permettent-elles d'apprécier une évolution à travers les résultats de l'étude? Alors, on n'avait pas mené cette étude auparavant, donc on n'a pas d'évolution, mais c'est vrai je pense qu'on va la reproduire. Par contre, il y a quelques temps, il y avait une étude qui avait été menée également par BPI France, et puis on a pu identifier qu'il y avait de l'évolution, notamment sur les sujets environnementaux, sur les sujets environnementaux, en essayant un peu de comparer ce qu'il y avait dans cette précédente étude et celle que l'on a pu faire. Tiens, ça me fait penser, je précise également, on a produit avec BPI France
un guide, en fait plusieurs guides sur la RSE dans les PME, dans les ETI, qui sont disponibles sur le site de BPI France, téléchargeables gratuitement. Donc peut-être Émilie va pouvoir vous mettre le lien si elle l'a vers cette page, et c'est vraiment une ressource très très riche également. René Pascal, mon point de vue, c'est que dans les marchés publics, pour l'instant, voilà, le poids de la RSE n'est pas suffisamment important pour vraiment privilégier les PME. Alors, elles le privilégient, mais légèrement, quoi, hein, et encore, c'est pas dans tous les marchés publics. C'est le sentiment que j'ai de mon côté. Anaïs, au niveau des entreprises répondantes, alors il y a beaucoup de questions, j'essaie de répondre, peut-être que j'en ai oublié quelques-unes. Émilie, n'hésite pas à me rappeler si j'en ai oublié. Les entreprises répondantes, ce sont des entreprises qui sont soit clients de Baker Tilly Strego, soit aussi des contacts de la Maïf, des personnes qui ont pu voir nos posts à la fois de Baker Tilly Strego, de Lucie, de Goodwill et de la Maïf sur LinkedIn. Donc, c'est assez large. Oui, vous avez raison, hein, il y a probablement, il y a déjà des entreprises qui étaient assez sensibilisées dans cet échantillon, hein. Mais par contre, ça nous donne quand même cette image intéressante de celles qui sont sensibilisées, quel profil elles peuvent avoir, et qu'est-ce qui peut leur donner envie de s'engager. Et puis ensuite, on est allé échanger avec certaines de ces entreprises, dont avec vous, Anaïs, je crois bien. J'ai pas vu. Non, j'ai pas. Je suis pas sûr de quelle étude vous parlez, Anaïs. Je vais regarder. Je vais regarder. J'ai vu effectivement passer il y a quelques jours un post sponsorisé, je crois, sur LinkedIn avec une étude sur les PME. Je regarderai ça et je vais creuser sur ce à quoi vous faites référence. Euh, Ah, tu viens de poster, c'est ça, le lien. Très bien. Ok, 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 ok. Est-ce que la RSE s'applique également aux associations? Absolument. La RSE s'applique également aux associations et également aux collectivités. On a eu accompagné pas mal de communes sur la mise en place de la RSO, responsabilité sociétale des organisations. Elles ont des enjeux un peu spécifiques. Et d'ailleurs, dans le label Lucie, hein, il y a un référentiel qui est dédié, hein, aux collectivités, qui est plus approprié, notamment sur l'aspect de la relation avec les citoyens. Émilie, est-ce que j'aurais raté quelque chose en particulier? Alors, Dominica, Adam, quelles aides prévues pour les PME en 2022? Je ne sais pas à ce stade, Dominica. Si vous avez de l'info, je suis preneur. On a demandé à l'ADEME s'il comptait relancer ou continuer les aides tremplin. On n'a pas eu de réponse à ce stade. il me semble qu'il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu. Donc, puisque certaines PME sont poussées par leurs clients plutôt grands groupes pour améliorer leur impact environnemental, y a-t-il des secteurs en particulier qui sont poussés par les grands groupes pour s'engager? De notre expérience, il y a eu par exemple l'agroalimentaire, où là, où on a eu des exemples d'entreprises dont le client était Picard, par exemple, et qui avait besoin d'aller plus loin dans la RSE. On a vu aussi des exemples dans le secteur de la construction, notamment pour les entreprises de construction qui travaillent pour des clients publics, où il y a vraiment une dynamique forte sur ces sujets.
2 exemples. Tu as une question qui vient d'arriver. Oui, je la vois. Donc là, oui, alors oui et non. Il va y avoir un abaissement des seuils sur le reporting RSE, donc à travers la CSRD, qui va avec un seuil. Aujourd'hui, les entreprises qui sont éligibles à la DPEF, c'est 500 salariés. A priori, en reporting 2024 sur 2023, ce sera 250 salariés. Donc, on restera au-dessus des PME, mais vous voyez, ça va quand même, les seuils vont commencer à descendre. Donc, ça va un peu stimuler cet écosystème. Et ensuite, on va avoir de toute façon un besoin de reporting des donneurs d'ordre qui va être grandissant, notamment à travers la taxinomie européenne, qui va obliger les PME à produire davantage d'informations pour leurs clients et leurs fournisseurs. Et donc, Amel, Amel de Kedge à Marseille. Eh bien, quel conseil pour un cabinet junior? Écoutez, je pense que voilà, ces conseils de les accompagner en collectif. D'arriver à solliciter des aides d'acteurs locaux ou de clubs d'entreprises locaux pour lancer des démarches. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider pour faire ces premiers pas. Et développer, comme je disais, des outils tout simples que vous pouvez faire vous-même, mais pour accompagner au diagnostic, accompagner à la matrice de matérialité. Voilà, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Oui. Si on a oublié une question, n'hésitez pas à la reposter. Oui, Ariel, j'ai un petit peu répondu ça sur les argumentaires. Alors, j'ai pas j'ai pas l'argument pour chacun des secteurs d'activité, mais c'est vrai que je donnais des exemples qui étaient les déchets dans la construction, argument fort. Pour les secteurs qui ont du mal à recruter, l'attractivité. Il y a beaucoup de statistiques que vous pouvez trouver en ligne sur la volonté des jeunes diplômés à rejoindre une entreprise qui a du sens, une entreprise qui a une démarche RSE qui est formalisée. Il y a une étude du MEDEF qui a quelques années, mais qui était assez intéressante, qui montrait que, j'ai plus exactement tous les chiffres en tête, mais à peu près, c'est lorsqu'on demande aux salariés s'ils se projettent dans l'entreprise à 3 ou 5 ans, quand il n'y a pas de politique RSE, il y en a 60% qui se disent oui, je me projette à 3 ou 5 ans, et quand il y a une politique RSE, il y en a presque 70%. Donc, c'est ça les ordres de grandeur, j'ai plus tous les chiffres en tête. Et donc ça permet d'avoir une meilleure, de baisser le turnover dans les entreprises, d'avoir une meilleure fidélité dans les entreprises, et ça peut fortement intéresser les entreprises qui sont dans des secteurs en tension. Et donc 79 contre 68 me précise Laurent. Merci Laurent. Moi, je confirme de mon côté que le replay du webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Goodwill et que vous recevrez un mail aujourd'hui ou demain avec le replay et la présentation. Voilà. Et peut-être une dernière question d'Ariel qui vient d'arriver. Pouvez-vous nous parler de votre base de données pour inspirer les PME? En fait, on a constitué une base de données avec 2 angles d'entrée dans cette base de données. Un angle par l'ISO 26000 et un angle par les objectifs du développement durable. Et dedans, on a plus d'1 millier de bonnes pratiques de RSE qui proviennent à la fois des entreprises de la communauté Lucie, de grands groupes ou d'ETI qui produisent et de PME qui produisent des rapports RSE. Et en fait, tout ça, c'est organisé par rapport à tous les grands enjeux de RSE. Et ça permet à une entreprise de se dire, tiens, moi, je dois m'améliorer, imaginons sur le harcèlement.
Très bien, tiens, je vais regarder ce qui peut se faire dans d'autres entreprises, s'inspirer, ensuite aller chercher sur le site internet de l'entreprise en question pour avoir plus d'informations. Et donc, voilà, c'est une façon de se repérer facilement dans toutes ces actions qui peuvent être menées dans le cadre de la RSE. Et nous, ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est de se dire, bah, on peut s'inspirer, on est une PME, on peut s'inspirer de PME, mais en fait, quand on est une PME, on peut aussi s'inspirer d'un grand groupe parce que, bien sûr, on ne va pas mettre en place la même action avec les mêmes moyens, mais on peut s'inspirer de la méthode, des termes utilisés, du process, etc. Donc voilà, il y a ce mélange des pratiques qui est assez intéressant. Et donc, avec un abonnement, nos clients peuvent accéder à cette base de données. Et pour info, l'abonnement, il est de 500 € par an pour une PME. Arnaud, tu as deux petites questions dans le chat qui sont OK. apparues. Les hôtels sont par définition des TPE-PME dans la grande majorité des entreprises clientes de ces hôtels. Bah, oui, nous, on travaille avec effectivement des groupes hôteliers, mais qui gèrent en fait, voilà, qui gèrent aussi des TPME. Et les clients bougent sur le sujet, par exemple, sur le sujet de l'alimentation, lorsqu'il y a un restaurant dans ces hôtels, sur le sujet de la gestion des déchets. Vous voyez, on n'a pas forcément des poubelles de tri dans toutes les chambres, et ça, c'est des sujets qui commencent à monter énormément. On va avoir également des clients donc pour l'alimentation, je l'ai dit, pour le local, pour la gestion des déchets, et on va aussi avoir de plus en plus de clients qui se disent, bah, tiens, on laisse les lumières allumées dans les hôtels, on n'a pas de détecteur de présence, etc. Donc, sur la consommation de ressources aussi. Donc, il y a vraiment une voix des clients qui se fait de plus en plus forte et qui a un impact sur le comportement des hôteliers. Et peut-être, allez, pour finir, pour Mohamed, quelle action RSE adopter dans une entreprise, dans les entreprises familiales? Je pense que les entreprises familiales, en général, elles sont un peu dans la case de ce qu'on a appelé les locales. Étant dans la case des locales et ayant fait de la RSE, parce que c'était une évidence, un peu, elles ne l'ont pas forcément formalisé. Et donc, peut-être qu'un point de départ, c'est bien formalisé pour que ce ne soit pas seulement une volonté de l'équipe dirigeante, mais que ce soit partagé par tous dans l'entreprise. Ça pourrait être un conseil pour ces entreprises familiales. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions complémentaires, bah, n'hésitez pas, on se tient à votre disposition. Ah oui, dialogue avec les parties prenantes. Dialogue avec les parties prenantes, bien souvent. Alors, juste quelques mots là-dessus pour finir, parce qu'effectivement, Chantal, j'avais déjà vu votre question et merci de l'avoir posée 2 fois. Nous, bien souvent, ce qu'on fait, première étape, c'est d'arriver à cartographier ces parties prenantes et cartographier, on va dire, le niveau d'influence et d'impact mutuel qu'on a avec cette partie prenante. C'est-à-dire, est-ce qu'on a de l'impact sur elle et est-ce qu'elle peut nous influencer, est-ce qu'elle peut avoir un retour, un impact sur nous. On va cartographier les parties prenantes de cette façon, déjà pour arriver à une liste assez rétrécie de parties prenantes, quelles qu'elles soient, que ce soit des fournisseurs, des clients, des associations, des représentants des collectivités, avoir une liste assez rétrécie de contacts avec qui parler et de sujets à aborder avec elles. Donc, on fait parfois ce travail déjà de tri pour pas que ce soit simplement voilà, un dialogue qui part dans tous les sens, mais d'aller identifier 2-3 interlocuteurs en se disant, tiens, moi, je les impacte de cette façon, eux, ils peuvent m'impacter de cette façon, et donc construire un dialogue plutôt personnalisé. Donc ça, c'est parfois la première étape qu'on mène avec des PME. J'espère que c'est un petit morceau de réponse à la question que vous avez posée. Alors, nous, on ne se charge pas forcément du dialogue nous-mêmes en direct avec les parties prenantes. Parfois, on le fait à travers des questionnaires
Et ensuite, on va voir pour les PME, les responsables RSE, les dirigeants qui vont aller directement parler avec leurs parties prenantes. Ça dépend de la taille des entreprises. Là, on parle voilà, de PME, vous voyez, de 30, 50 salariés. Écoutez, je vous remercie pour ces questions. Merci Chantal, merci Mohamed et merci à toutes et à tous. Ravi d'avoir été avec vous ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je l'espère à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.